Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un grand roi qui règne d'abord sur l'Austrasie, puis sur le royaume des Francs de 632 à 639. Dagobert Ier est le plus célèbre des Mérovingiens après Clovis. Bénéficiant du soutien de brillants conseillers dont Saint-Éloi, il reconstitue l'unité du royaume franc au cours de son bref règne mais florissant. Surnommé le bon roi d'Agobert, il tient une cour que ses contemporains jugeront fastueuse. Après sa mort, la monarchie mérovingienne ne cesse de décliner. Dagobert Ier sera le premier à être enterré selon ses vœux à l'abbaye de Saint-Denis, qui deviendra la nécropole royale. Vous voulez en savoir plus sur Dagobert Ier? Venez avec moi. Né vers 604 et fils de Clotaire II et de Bertrude, arrière-arrière-petit-fils de Clovis, Dagobert est reconnu roi d'Austrasie en 623 par son père. Clotaire II, désireux de satisfaire le particularisme de l'aristocratie austrasienne. D'abord placé sous la tutelle du maire du palais Pépin de Landen et d'Arnoul, évêque de Metz, à l'âge de 9 ans, il est atteint d'une inflammation de grêle. Bertrude l'envoie avec son demi-frère Caribert dans une villa royale de Reuilly, à l'est de Paris. Il est instruit par des clercs qui lui enseignent le latin et l'histoire. À 10 ans, il apprend à monter à cheval, pratique du sport et le maniement des armes. Dagobert pratique également comme passe-temps certaines activités manuelles, comme l'ébénisterie et la menuiserie. En 615, il rejoint la cour de son père, avec qui il entretient des relations dictées par la raison d'État, pour y suivre l'instruction de l'école du palais, où il enrichit ses connaissances politiques et administratives. Au temps de Dagobert, le royaume franc couvre l'ancienne Gaule ainsi que des dépendances en Germanie, notamment la Bavière. Il est ici au contact des peuples encore païens, les Frisons, les Saxons et les Alamans en Germanie, les Avars en Pannonie, l'actuelle Hongrie. Au nord, l'actuelle Angleterre est divisée entre différents royaumes anglo-saxons, le Kent, Mercie, etc. Au sud-est, l'Italie est aux mains des Lombards, royaume des Lombards, duché de Spolète et de Bénévent, dont beaucoup sont encore ariens ou païens, et de l'Empire byzantin, Exarchate de Ravenne, dont dépend Rome, siège de la papauté, Sicile et l'Italie du Sud. Au sud-ouest, la péninsule ibérique est aux mains des Visigoths, royaume de Tolède, dont est originaire la reine Bruno. La grande puissance de l'époque est l'Empire byzantin qui contrôle, en plus des provinces italiennes, le sud des Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 618, quelques mois après le décès de Bertrude, l'épouse de Clotaire, ce dernier, père de Dagobert, se remarie avec Chisilde, alors gouvernante de Caribert. Dagobert la voit comme une intrigante cherchant à favoriser Caribert tout en la soupçonnant d'avoir été la maîtresse de son père. Avec son frère, elle tente de faire obtenir un héritage égal entre les deux fils de Clotaire II, alors que Caribert est mis à l'écart de la succession royale pour cause d'incapacité à régner. En 621, Sichild obtient de Clotaire II un don de petits domaines disparates et éloignés les uns des autres, formant des comtés gérés par des intendants royaux, à chacun de ses deux fils. Ayant atteint l'âge de la majorité, l'ordre est donné de supprimer leur gouvernance pour être remplacé par un maire du palais, pour chacun des deux princes. On voit une différence de traitement entre les deux princes, car Arnamer échoua à Caribert. Quant à Dagobert, il lui est permis de choisir. Il propose le duc Ega, qui en plus d'avoir bonne réputation, participe à sa formation politique. Ce dernier accepte et la proposition est approuvée par le roi. Sichild et son frère font en sorte d'éloigner le plus possible Dagobert de la cour, afin que le roi porte plus d'attention à Caribert, en incitant Clotaire II à envoyer Dagobert un peu partout à travers le royaume franc, en Austrasie, Burgondie et Neustrie. Ceci permet à Dagobert de connaître les régions du royaume avec leurs particularités, de rencontrer des gens de toutes conditions et de visiter toutes sortes de lieux, de lier des relations et d'être perçu comme délégué de la couronne. En 622, Dagobert siège au conseil du roi, où il participe aux décisions gouvernementales en étant consulté par son père et ses ministres. Il recommande la prolifération des immunistes, octroyant un diplôme royal d'immunité aux propriétaires de domaines, refusant l'accès aux domaines de toute personne extérieure autre que le roi afin de limiter le pouvoir des grands du royaume qui usurpent le pouvoir royal. Il promeut également des recommandations pour assurer une meilleure hiérarchisation seigneuriale. Un seigneur reçoit l'hommage d'un guerrier ou d'un chef qui prête serment de fidélité et offre ses services en échange d'avantages et de protection du seigneur.
Une protection spéciale et des devoirs particuliers sont attribués à ceux qui sont recommandés par le roi. Dans le but d'augmenter la production agricole des paysans libres, le concept d'origine romaine des précaires est répandu. Un propriétaire terrien accorde l'exploitation d'un terrain à un paysan libre pour un certain nombre d'années qui peut faire ce que bon lui semble de la récolte. En échange, le paysan doit aménager et entretenir la terre. Pour fidéliser les vassaux à la monarchie, des bénéfices peuvent être accordés. L'usufruit d'un domaine pour une durée déterminée d'au moins 5 ans et à vie la plupart du temps est attribué à un favori du roi en échange de services rendus. En 623, l'évêque de Metz, Arnoul, demande à ce que le roi lui rende visite, mais celui-ci préfère envoyer Dagobert. Arnoul rend compte que les Austrasiens sont jaloux des Neustriens qui bénéficient de la présence du monarque et s'estiment lésés. Aussi, ils souhaitent la présence du roi en leur contrée, ce que Clotaire II refuse, mais accepte de nommer Dagobert vice-roi de ce territoire, amputé néanmoins des régions à l'ouest des Ardennes et des Vosges, les vallées de la Haute-Meuse, de la Haute-Marne, de l'Ain, de la Champagne. Les villes de Verdun, Toul, Châlons et Reims, également exclues, sont déclarées cités royales et ne dépendent que du roi. Cette décision est approuvée par Brodulf, frère de la reine, qui voit là une occasion d'éloigner Dagobert, ainsi que Hermère, dont Brodulf suggère qu'il commande des troupes afin d'apaiser les troubles causés outre-Rhin. Ses tuteurs seront le maire du palais Pépin de Landen, Arnould et Cunibert, évêque de Cologne, qui sont déjà les dirigeants effectifs de la contrée. Son éducation s'oriente de manière à répondre aux besoins de l'Église. Il ne peut se passer de la compagnie d'Arnould. Dagobert se consacre à l'amélioration du système judiciaire afin d'étendre les compétences du roi par la mise en place de réformes. Le prix de l'homme, pour une même catégorie sociale, est pratiquement équilibré, quelle que soit la naissance des hommes. Les conditions de l'état civil, de la famille, des successions s'uniformisent. En conformité avec l'édit de 614, il impose que durant le jugement, un évêque ou un clerc intervienne pendant les débats ou délibérations pour réduire les injustices. Les pagus, unité administrative principale des États du royaume, où les comtes exercent la juridiction du roi, sont de taille variable, empêchant ainsi les comtes d'y assurer la représentation du roi à chacune des audiences des différents centres judiciaires. Les comtés sont donc partagés ou à leur tête sont nommés des vicaires qui président les tribunaux locaux sous autorité du comte. Les affaires importantes sont directement présidées par les comtes. Les comtes eux-mêmes font appel à des vicaires pour les affaires courantes et pour les remplacer lors de leurs déplacements. En manière fiscale, il ordonne la restauration du cadastre, le versement annuel d'une redevance par les grands. Les levées exceptionnelles sont supprimées et le droit de gîte et d'hospitalité qui permet au roi et de son escorte de bénéficier d'un hébergement et de subsistance ne sont plus accablants et des dédommagements sont accordés aux cités d'accueil. Les zones de stationnement et les relais des armées doivent être dédommagés par les provinces ou le pays dans son ensemble. Dagobert encourage les comtes à rendre une justice moins intéressée en accroissant les inspections, les modifications de sentences. Il accorde des faveurs aux magistrats intègres. Il dote les comtes de bénéfices personnels qu'il tente de rendre héréditaires. En avril 627, profitant de la mort d'Hermère, qui n'est pas encore remplacé dans ses fonctions, les Saxons attaquent l'Austrasie. Dagobert lève le banc et commande les troupes à Spa. Durant la bataille, les cavaliers ennemis s'affrontent, laissant les deux chefs face à face. Berthoald agrippe la chevelure de Dagobert et lui coupe. Dagobert demande de l'aide à son père Clotaire II qui, avec Ega et l'armée neustrienne, arrive près d'Aix-la-Chapelle. La cavalerie saxonne charge les troupes de l'armée neustrienne, tentant de la prendre à revers. Mais Ega et ses hommes, grâce à leurs piques et lances, font Berthoald prisonnier et mettent ses troupes en déroute. Ega convoque le roi et son fils et demande l'application des lois de la guerre concernant les traîtres. Clotaire II ordonne l'exécution de Berthoald, qui est décapité. À la mort de Clotaire II, le 18 octobre 629, Brodulf explique qu'avant sa mort, Clotaire II aurait légué le royaume à Caribert, secondé par le maire du palais de Neustrie, Landry. Dagobert exige des témoins. Landry et Amand sont témoins de la scène, mais lors de la convocation, les deux personnages contredisent Brodulf. Landry dit qu'il n'a pas reçu de consigne particulière, et Amand n'a entendu qu'un murmure de confession sans rapport.
Dagobert exile Brodulf et face à toute la cour, il déclare son titre royal en se faisant nommer roi de Bourgogne, puis chasse Caribert de la Neustrie, lui faisant jurer de renoncer définitivement au titre de roi. Quelques jours plus tard, Landry meurt et est remplacé par Aegas. Il visite la Neustrie et la Burgondie pour établir les réformes mises en place en Austrasie, puis s'installe dans l'abbaye de Saint-Denis. Il reconstitue ainsi pour la deuxième fois depuis la mort de Clovis l'unité du Regnum Francorum, dont il établit la capitale à Paris. Avec l'aide de ses conseillers, le trésorier Didier, le référendaire, chancelier, Dadon, futur Saint-Ouen, et l'orfèvre Eligius, futur Saint-Éloi, il s'efforce de restaurer l'ordre dans son royaume et brise toutes les tentatives faites pour ruiner son œuvre. En 631, accompagné à Orléans par Pépin de Landen, son fils Sigebert est baptisé par l'évêque Amand. Il signe un traité de paix perpétuel avec l'empereur byzantin Héraclius. Sur les conseils de ce dernier, il fait baptiser tous les juifs de son royaume. Les Gascons, révoltés en 637, font leur soumission en 638, et Judicaël, le prince de Domnonée, en Bretagne, reconnaît l'autorité de Dagobert. Mais en 632-633, le souverain se heurte à l'empire des Slaves établi en Bohême et en Moravie, sous la direction de Samo, dont il n'a pu empêcher la constitution. Il doit alors confier la défense de ses frontières orientales aux Saxons, en échange de la remise d'un tribut annuel. Aux Austrasiens, auxquels il donne un nouveau roi, son fils Sigebert III en 634, et au nouveau duc de Thuringe, Radulf. En janvier 632, Caribert, son frère, meurt. Il est décidé que le duc Égina et l'évêque de Toulouse assurent la gouvernance de l'Aquitaine, accompagnés par l'évêque Didier de Cahors, qui dispense des conseils en cas de problème, pendant la minorité de Chilpéric. Cependant, celui-ci meurt quelque temps après, peut-être assassiné sur ordre de Dagobert. Le 8 avril 632, il récupère l'Aquitaine, reconstituant ainsi l'ensemble du royaume franc, tel qu'il était sous le règne de Clotaire II. Dès lors, il choisit de quitter l'Austrasie et de prendre Paris pour capitale, de par sa position géographique au centre du royaume. Il se sépare ensuite de Pépin de Landen, tentant de recouvrer un peu du pouvoir que son père avait laissé aux mains des maires du palais. Il choisit alors d'excellents conseillers. Avec leur aide, il s'occupe en priorité des affaires intérieures du grand royaume franc. Et son règne constitue une trêve heureuse dans l'anarchie mérovingienne, et apporte une paix relative grâce à sa volonté d'unifier le gouvernement du pays. Dagobert est en fait le dernier roi mérovingien à diriger personnellement le Regnum Francorum. Il entreprend un certain nombre de réformes essentielles. La lutte contre les revendications autonomistes de certaines parties de la noblesse et constituant l'œuvre entreprise par Clotaire II. Il parvient aussi à réorganiser l'administration et la justice du royaume. Il développe également l'éducation et les arts et fait de nombreux dons importants au clergé. En 639, Dagobert tombe malade d'un flux au ventre à Épinay-sur-Seine. Il recommande alors la reine Nantilde et son fils Clovis au maire du palais de Neustrie et Aegas. La mort, quelques jours après, vient le frapper à Braine le 19 janvier à l'âge de 36 ans après 10 ans de règne. À sa mort, ses deux héritiers sont encore très jeunes. Sigebert III a 8 ans et Clovis II 4 ans. L'unité de commandement disparaît et les luttes et l'anarchie reprennent. Le pouvoir des maires du palais va s'accroître au détriment des rois, car ils profitent pour manipuler les jeunes souverains et s'emparer définitivement du pouvoir. C'est le début de l'époque dite des rois fainéants qui marquera le début de la fin pour la dynastie mérovingienne. Avant de mourir, le roi Dagobert a choisi d'être enterré, non pas à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés comme ses prédécesseurs depuis Childebert Ier en 558, mais à la nouvelle basilique Saint-Denis dont il a fait construire l'enceinte, sur le lieu où reposait déjà depuis 570 Aérégonde, son arrière-grand-mère et quatrième épouse de Clotaire Ier. De Dagobert Ier, dernier roi unique du Regnum Francorum, il subsiste le tombeau que fait installer au XIIIe siècle le roi Louis IX. Comme on l'a vu, Dagobert, d'abord roi d'Austrasie, puis de Neustrie et de Burgondie, il laisse le soin à son frère Caribert II de régner sur l'Aquitaine. À sa mort, Dagobert fait assassiner son jeune neveu et devient ainsi roi unique de l'ensemble du royaume franc, en soumettant par la même occasion les Gascons révoltés. Dagobert est un souverain brillant, raffiné, son règne est marqué par la paix intérieure et l'ordre. Il sait s'entourer d'hommes brillants tels que Saint-Ouen et Saint-Éloi.
En 639, Dagobert est emporté par la dysenterie. Il est inhumé à l'abbaye de Saint-Denis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.